la spermiogenèse elle-même est une phase qui est extrêmement importante. Nous avons, du point de vue nucléaire, une cellule qui est mature, c'est-à-dire c'est N chromosomes à une chromatine. N chromosomes à une chromatine, mais qui va subir des différenciations majeures. Il va d'abord y avoir une condensation du noyau. Ce noyau qui était volumineux, rond, avec une chromatine assez dispersée, va se condenser avec un remplacement des protéines qui condensent la chromatine avec remplacement des protamines, des histones par les protamines, qui va entraîner une condensation extrêmement importante de l'ADN. Au pôle, qui va devenir le pôle apical antérieur, il va y avoir une coalescence des sacs de Golgi qui vont fusionner ensemble à un pôle du noyau, à un pôle à l'avant, qui sera à l'avant par la suite. Ces Golgi vont fusionner ensemble pour former une vésicule qui va s'appeler l'acrosome. L'acrosome donnera la vésicule acrosomale qui va contenir les enzymes dont le spermatozoïde aura besoin pour traverser les enveloppes de l'ovocyte. Cette vésicule acrosomale est donc formée par la confluence des vésicules golgiennes. Au même moment, il va y avoir une pièce connective qui va se faire à partir du centriole proximal au pôle opposé à celui où se constitue la vésicule acrosomale. Il va y avoir une gaine de tubules qui va se former, le long de laquelle le cytoplasme va glisser à la partie postérieure du noyau vers le centriole. Et à ce pôle postérieur du noyau, il va y avoir une pièce connective qui va se former à partir du centriole proximal. Donc, il va y avoir une migration postérieure de tout le cytoplasme qui va entraîner les mitochondries, lesquelles mitochondries viennent se répartir le long du centriole distal dans un premier temps, et ça donnera ensuite la pièce intermédiaire. Par la suite, le cytoplasme de la cellule va se collecter dans une gouttelette latérale. Cette gouttelette latérale sera phagocytée par la cellule de Sertoli. Mais, phénomène essentiel, à partir du centriole distal, par élongation du dernier, va se former un flagelle de 60 microns de long, alors que la tête elle-même ne va faire que de 3 à 5 microns. 5 microns de antéro-postérieur. Les mitochondries qui se sont amassées, entourées en une hélice sur la partie initiale de cet axonème,
ces mitochondries vont former la pièce intermédiaire. C'est donc une cellule hautement spécialisée et c'est l'élimination du cytoplasme, ça s'appelle la spermiation, la phagocytose de la gouttelette cytoplasmique, qui va entraîner la libération du spermatozoïde et la libération, ils vont devenir indépendants les uns des autres également à ce moment-là. Hein. C'est au moment de la spermiation qu'ils vont devenir indépendants des uns des autres. Et les spermatozoïdes vont aller vivre leur vie dans le tube séminifère, dans la lumière du tube séminifère. Donc retenez bien, condensation du noyau par des protamines, c'est le noyau le plus condensé qu'il va y avoir dans l'organisme. On comprend bien la finalité, il s'agit de transporter le patrimoine génétique sous sa forme la plus moins volumineuse possible, la plus condensée pour pouvoir l'emmener jusqu'à l'ovocyte. Donc, formation de l'acrosome ensuite, qui lui permettra de traverser des enveloppes ovocytaires, pièce connective sur laquelle, à partir du centriole proximal, sur lequel l'axonème va venir s'articuler avec le noyau, avec la tête du spermatozoïde. La formation du flagelle lui-même à partir du centriole distal, avec une pièce intermédiaire et l'hélice mitochondriale autour. Alors l'annulus qui est noté ici, l'annulus c'est un joint, l'annulus c'est un joint qui vient terminer la pièce intermédiaire et qui laissera donc le flagelle, et donc il va y avoir la pièce intermédiaire, l'annulus qui vient limiter donc le pôle postérieur de la pièce intermédiaire. Et puis la pièce principale qui va donner tout le flagelle, que l'on va voir un petit peu plus en détail. Et donc cette élimination du spermatozoïde dans le tube séminifère. Alors au total, il va avoir à peu près cette tête-là. La tête va être composée d'un noyau qui va être recouvert de la vésicule acrosomale qui apparaît là en rose sur les 2/3 de sa partie antérieure. Donc ça va être la région acrosomique. La région post-acrosomale, c'est celle qui apparaît un petit peu en grisé ici. Qui va être suivie par la pièce connective et puis la pièce intermédiaire qui est la partie initiale du flagelle, avec l'hélice mitochondriale tout autour. Puis le flagelle lui-même qui va faire. Alors l'annulus est donc situé ici, c'est une espèce de joint qui vient terminer la pièce intermédiaire avec l'hélice mitochondriale. En microscopie électronique, on va voir une chromatine qui, vous voyez, est particulièrement condensée. Vous n'avez jamais vu une chromatine qui paraisse aussi noire que ça à l'intérieur d'un noyau. Alors, il y a des petites vacuoles, mais qui sont des petites vacuoles qui sont tout à fait physiologiques. Celle-là, c'est simplement la compaction de la chromatine, mais il y a des petites vacuoles comme celle-là. Et puis, on va voir à l'avant, ici, la vésicule acrosomale qui est aplatie. Vous voyez, c'est un sac qui est aplati, qui va recouvrir toute la partie antérieure de la tête. Alors, important, cette vésicule acrosomale a une membrane interne, une membrane externe, puisque c'est une vésicule qui a donc 2 parois. On est bien d'accord? Mais la membrane externe va être recouverte par la membrane cytoplasmique de la cellule. Vous êtes d'accord? Donc, de dehors en dedans, dans la partie antérieure du noyau, on va trouver membrane cytoplasmique, membrane acrosomale externe, membrane acrosomale interne, et ensuite membrane nucléaire qui entourera le noyau. Tout le monde est d'accord? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la libération des enzymes de l'acrosome va se faire par ce qu'on appelle la réaction acrosomique au moment où le spermatozoïde est en présence de l'ovocyte. Il libère ces enzymes acrosomales par une vésiculisation
de la membrane cytoplasmique et de la membrane acrosomale externe. Des vésicules apparaissent, que vous pouvez voir ici sur la photo en bas à gauche, en microscopie électronique. Vous voyez ces vésiculisations, ces petites vésicules qui sont apparues ici, qui sont le résultat de la vésiculisation entre la membrane cytoplasmique du spermatozoïde et de la membrane acrosomale externe. Ça met donc le contenu de l'acrosome à l'extérieur. Et qu'est-ce qui reste sur ce spermatozoïde ici? Il reste la membrane acrosomale interne et la membrane nucléaire. C'est clair? C'est comme ça que nous, avec des anticorps, par exemple, on va pouvoir avoir des anticorps qui reconnaissent la membrane acrosomale interne, ou bien le contenu de l'acrosome. Alors, suivant qu'on utilisera un anticorps qui reconnaît le contenu de l'acrosome, on pourra détecter les acrosomes intacts. Et ceux qui ne seront pas colorés, on considérera qu'ils ont fait leur réaction acrosomique, qu'ils ont libéré leur contenu. Ou alors, si on a un anticorps qui reconnaît la membrane acrosomique interne, eh bien, si on l'utilise, tous ceux qui auront fait leur réaction acrosomique seront marqués, et ceux qui ne l'auront pas fait, on considérera qu'ils sont intacts. D'accord? C'est important ça, hein, l'acrosome. Alors, en microscopie électronique, si on fait une coupe du flagelle, qu'est-ce que l'on va retrouver? Vous savez que dans le centriole, il y a 9 triplets dans le centriole de tubules. Il va y avoir au niveau de l'acrosome perte d'un tubule et ça va être des doublets. Il va y avoir 9 doublets qui vont se mettre à la périphérie, suivant ça c'est une coupe d'une section, avec 2 microtubules centraux. Pour que le mouvement ait lieu, il va y avoir un des doublets s'appelle A, un des tubules, des microtubules s'appelle A, celui qui est entier, et l'autre s'appelle B, celui qui est adossé, on va dire, au microtubule A. Et le microtubule A a ces deux bras, vous voyez ces deux bras ici que l'on voit, qui sont des bras de dinéine. Ce sont des molécules, ce sont des ADPases, ces dinéines, et qui viennent se fixer sur le doublet, enfin sur le microtubule B du tubule adjacent. Donc, vous voyez, ces deux bras d'inéine, qui sont des ADPases, viennent se fixer sur le microtubule B du doublet adjacent. Il faudra de l'ATP pour libérer cette liaison. L'ATP va libérer la liaison. Après, elle va se reformer. Et c'est la liaison de ces bras de dinéine au doublet adjacent qui va entraîner le mouvement et les battements du flagelle. Il y a des anomalies, des hommes qui présentent des mutations et qui vont donner ce qu'on appelle le syndrome de Cartagénaire. Vous pouvez le marquer dans vos cahiers. Cartagénaire, caractérisé par l'absence des bras d'inéine. Alors, vous voyez, il y en a deux, il y en a un qui est plus interne, l'autre qui est externe, donc absence des deux bras d'inéine. Il peut y avoir aussi une variante, c'est l'absence uniquement du bras externe, du bras d'inéine. L'absence du bras externe fait que le spermatozoïde se déplacera 2 fois moins vite. Mais il aura aussi 2 fois moins de possibilités de traverser les enveloppes qui entourent l'ovocyte. Donc ce sont des gens que l'on va retrouver en consultation parce qu'ils sont stériles. Alors, ce sera